Professeur Linda Boutekrapt, bonjour. Bonjour Soleil Lachmi, merci pour votre invitation. L'économie du savoir, pourvoyeuse de connaissances, c'est une condition sine qua non pour booster l'économie vers la performance, puisque c'est la volonté aujourd'hui affichée des plus hautes autorités du pays. Exactement. Justement, la nouvelle dynamique de notre pays vise à sortir, nous pousse à sortir de la dépendance des hydrocarbures. C'est la nouvelle dynamique de notre pays. Et pour aller sur cette sortie, il faut se baser sur l'économie du savoir et sur les compétences, de nouvelles compétences. Le secteur de l'enseignement supérieur, justement, se positionne à ce niveau. C'est un secteur fondamental, incontournable, clé pour pourvoyeur, justement, de connaissances et de compétences. Alors, il faut de la compétence et le savoir avec une obligation de résultat pour atteindre cet objectif aujourd'hui assigné. Très bien. Alors, Madame Soleil Lachmi, comme vous le savez, oui, notre État, notre gouvernement, s'est fixé 3 objectifs à atteindre à travers notre économie. C'est la sécurité sanitaire, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. Si nous voulons aller sur ces 3 sécurités, nous devons assurer nous devons avoir des ingénieurs capables de répondre aux besoins du secteur économique. Et pour avoir des ingénieurs capables de répondre au secteur économique, bien sûr, nous devons aller sur une réflexion en termes de programmes, donc de programmes de formation, d'outils de formation, avec une approche par compétence. Vous me tendez la perche pour vous poser la question, professeur Boutekrapt, oui, par rapport à cette question. Pour une approche par compétence, il faut briser les murs de cloisonnement, travailler ensemble, université, secteur économique. C'est impératif, connaître leurs besoins de telle sorte à vous adapter à cette nouvelle vision qui est mise en place aujourd'hui par l'université. Professeur Boutekrapt. Très bien. Alors tout d'abord, je vais vous dire, notre ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Abdelbari Benziane, nous a incité le 7 septembre dernier, au cours de la conférence des universités, la conférence nationale, à placer cette année universitaire sous le slogan « Harmonisation, optimisation et mutualisation ». C'est-à-dire que d'abord, les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique doivent apprendre à travailler ensemble, à mutualiser les moyens humains et matériels, à harmoniser leur approche d'enseignement. Mais aussi, nous devons nous associer et tendre la perche et la main, je dirais, au secteur socio-économique, parce que ce sont eux demain les employeurs. Et donc nous devons prendre en considération leurs besoins dans le montage, justement, de nos offres de formation. C'est-à-dire qu'il y a une approche, il y a à faire. On doit faire un diagnostic, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme besoin, en nous projetant sur les années à venir, l'émergence des nouveaux métiers, leur demander un petit peu leurs besoins en termes de compétences, traduire ces compétences en connaissances et, hop, renvoyer ces connaissances en unités d'enseignement. Je vais vous dire, Madame Soleil Lachmi, attention, je ne suis pas en train de remettre en cause les formations que nous avons actuellement. Certes, nous avons des formations, nous avons de bonnes formations, nous arrivons à avoir de bons ingénieurs, mais tout simplement, ces ingénieurs arrivent à répondre en partie aux besoins du secteur. Mais nous devons aller sur une approche par compétence, et l'approche par compétence, vous le savez, Madame Soleil Lachmi, qu'elle est basée sur 3 socles, le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, pour pouvoir leur donner un produit qui sera à même de répondre à leurs besoins avec efficacité, pragmatisme sur le terrain. Mais quand vous parlez d'efficacité et pragmatisme, vous dites aussi que les opérateurs sont aujourd'hui les demandeurs. Vous devez être à l'écoute pour une optimisation de ces moyens, avec bien sûr une projection sur le moyen et long terme, parce que l'université, c'est la projection sur le moyen et long terme. Faut-il revoir aujourd'hui, quand vous le dites un instant, par rapport à cette approche par compétence, la
carte de formation pour l'adapter aux besoins de l'économie, puisque nous savons qu'au niveau économique, tout est en train de changer aujourd'hui avec la numérisation. Le monde a changé. Le monde a changé, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec un point crucial. Et je vais vous le dire, notre secteur, justement, s'est penché sur cette problématique. Et nous sommes justement, au niveau de l'enseignement supérieur, en train de revoir cette cartographie de formation. C'est normal. On ne va pas créer des formations. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais dire, allez, je vais créer une formation en relation, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, des sciences de la mer, et je vais placer ça à Ouargla. C'est complètement absurde. Pourquoi ? Parce que l'étudiant qui va sortir... Il y a l'aquaculture oui, à Ouargla. Bon, l'aquaculture, justement. Mais l'aquaculture intégrée... j'ai donné ça comme ça, comme exemple. Intégrée à l'agriculture dans des systèmes intégrés. C'est histoire qu'il faut réfléchir employabilité. Parce que demain, l'étudiant qui est là-bas va chercher un emploi. Il faudrait qu'il puisse en retrouver, parce qu'on va créer le problème de mobilité de ces jeunes diplômés. Vous savez qu'il y a le problème, on va rentrer sur des problèmes sociétaux qui n'ont rien à voir. Donc il est très important je vais vous dire par exemple la Blida. Blida, vous avez le club des entrepreneurs de la Mitidja qui est à Blida. En majorité, vous avez le secteur agroalimentaire qui est présent à ce niveau. Et nous avons fait l'expérience à Blida, en mettant en place l'Institut des sciences et techniques appliquées dédié à l'agroalimentaire. Ça a été une expérience magnifique. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas eu de problème pour trouver des stages pour nos étudiants et nous n'avons pas eu de problème pour pouvoir les insérer, les intégrer. Et ils ont été recrutés dès leur sortie, après leur parcours. Pourquoi ? Parce que le bassin était là. Donc, la cartographie des formations, sa révision, ne vous inquiétez pas, elle est prise en charge par notre secteur et, comme vous l'avez dit, elle est indispensable. Mais pour bien sûr réussir tous ces objectifs, est-ce qu'il y a une mutualisation, une coordination pour atteindre cet objectif aujourd'hui avec le secteur socio-économique ? Vous avez parlé un peu de la Mitidja, mais est-ce que vous les essayez de l'élargir à d'autres pôles, par exemple le pôle de technologie, de biotechnologie, comme c'est le cas par exemple à Constantine, puisque vous avez fait un court passage par Constantine. Exactement, j'ai fait un court passage à Constantine car j'ai eu à diriger l'agence de biotechnologie, l'agence thématique de recherche en sciences biotechnologiques et agroalimentaires. Et vous savez qu'il y a un super tissu à Constantine en sciences pharmaceutiques et en biotechnologie. Vous avez un centre de recherche en biotechnologie et il y a à peu près 50 laboratoires en biotechnologie au niveau de l'université de Constantine 1. Il y a également une école nationale supérieure en biotechnologie. Et nous avons pu justement créer un pôle d'excellence en biotechnologie. Et actuellement, les laboratoires de recherche en biotechnologie, l'école et le centre de recherche travaillent ensemble. Et franchement, ça a permis justement de permettre un meilleur encadrement des étudiants et leur donner une meilleure opportunité en termes d'employabilité. Et c'est ce qui a justement permis, au cours de la crise du Covid, d'aller le choix de la mise en place justement de l'unité de production du vaccin. Le choix s'est porté sur Constantine. Pourquoi ? Parce que c'est un pôle d'excellence en biotechnologie. C'est grâce à la synergie que nous avons eu à mettre en place que cette action a pu être réalisée. Mais quand vous parlez aujourd'hui de la mutualisation, de la nécessité d'avoir une approche par compétence, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous allez un peu plus loin pour organiser certaines filières, c'est-à-dire secteurs, en fonction des besoins de l'économie par rapport à cette économie bleue aujourd'hui, parce que certains considèrent qu'on n'explore pas suffisamment les métiers de la mer qui se limitent juste à la pêche et à l'aquaculture. Alors, très bien. Alors, nous arrivons sur l'événement de l'économie bleue, Madame Soulila Lachmi. Oui, l'économie bleue, d'abord, si vous permettez, c'est un concept assez nouveau en Algérie, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui connaît. Quand on parle d'économie bleue, on ne voit que l'aquaculture et que la pêche. Or, c'est une économie circulaire qui est peu polluante,
qui peut être génératrice de valeur économique dans tous et les d'emploi domaines. Dans tous les domaines. Alors vous avez la pêche, l'aquaculture, bien sûr, mais vous avez également le tourisme, les biotechnologies marines, le transport, d'accord? Et cette économie bleue, je vais vous dire, on en a vraiment besoin. On en a besoin. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on est en train, vous en avez parlé tout à l'heure, Madame Souila Lachmi, vous avez dit que nous sommes dans une nouvelle dynamique de notre pays. Nous voulons sortir de cette dépendance des hydrocarbures. Et oui, alors la mer, elle est là. Elle nous tend la perche. Elle nous dit, coucou, je suis là, à travers la mer. On peut, c'est une opportunité économique, sociale, scientifique. C'est-à-dire que à travers la mer, nous allons pouvoir répondre aux 3 priorités nationales dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, énergétique et la sécurité sanitaire. Mais surtout, attention, ces 3 sécurités ont besoin d'un aspect très important, il faudra le garder en tête, c'est le bon état écologique. Et c'est ça l'avantage de l'économie bleue. Je vais vous dire, il y a autre chose. On parle de notre sécurité hydrique, Madame Souila Lachmi. Le dessalement. Le dessalement. Alors actuellement, Madame Souila Lachmi, vous le savez, que 18% des Algériens prennent de l'eau potable qui vient de la mer. Vous savez qu'actuellement, les 13 stations de dessalement d'eau produisent 2,3 milliards de mètres cubes par an. Et le gouvernement vient d'annoncer la naissance de 5 autres stations. Alors 2 sont déjà réalisées et 3 sont en cours. D'ici 2030, nous aurons à peu près 35% d'eau potable pour les Algériens qui viendront de la mer. Des aussi, unités de dessalement. Justement, des unités de dessalement. Aussi, je vais vous dire une chose. Si on parle de sécurité alimentaire, l'alimentation des Algériens, on a besoin de la mer. Et à travers le dernier programme de gouvernement qui vise à augmenter la production halieutique, et ça sera aussi là où on va aller sur une sécurité alimentaire qualitative, parce qu'on parle des fameux oméga 3. D'accord? Il y a ça. Il y a un autre avantage, c'est que l'Algérie veut aller sur l'exploitation d'espaces maritimes au large. Et l'économie bleue, je vais vous dire, la mer, elle va nous permettre un point très important, vous en avez parlé tout à l'heure. Elle va nous permettre de communiquer, de se connecter avec le monde, parce qu'on sait tous que la fibre optique, elle passe par la mer. On a 95%, Madame Souila Lachmi, de nos échanges qui se font par la voie maritime. On a toutes nos recettes actuelles, quand on parle des gazoducs qui passent par la mer. Mais aussi, il faut que je vous dise quelque chose en tant qu'universitaire. Alors, parce que là, je voudrais bien positionner le secteur de l'enseignement supérieur qui est le pourvoyeur de connaissances et de compétences. Nous avons exactement, Madame Souila Lachmi, 17 universités en Algérie, 17 universités, établissements universitaires qui relèvent du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui traitent des sciences de la mer, et que ce soit Taraf, Hannaba, Jijel, Bjaya, Oran, mais aussi, il y en a d'autres qui travaillent avec les problématiques qui sont en relation avec les sciences de la mer. Et ça, c'est très important. Il faudrait capitaliser ce que nous avons, parce que quand je dis 17 établissements, c'est un gros chiffre d'étudiants qui vont sortir avec ces profils. Il faudra justement les orienter pour nous aider à aller sur cette transition et la construction de cette nouvelle économie. Alors, professeur Linda Boutekrapt, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui sont éminemment stratégiques aujourd'hui, puisque l'université opère ses changements et ses mutations en adéquation avec, bien sûr, le temps qui l'exige également, mais aussi avec les besoins de l'économie pour accompagner cette dynamique qui est affichée aujourd'hui par les plus hautes autorités, puisque l'année 2022 est une année économique par excellence. On doit booster tous les secteurs pour apporter, bien sûr, richesse et valeur ajoutée, et également
l'emploi à des millions de jeunes qui sont en attente actuellement. Alors vous avez parlé bien sûr de l'économie bleue, l'économie de la mer, qui concerne aussi bien les transports, on le sait, par rapport au transfert, et ça concerne 14 wilayas avec côtières, une 1622 km. Ça concerne la communication avec la fibre optique, ça concerne aussi la plaisance et le tourisme, puisqu'on va tous en été à la mer. Ça concerne également les autres métiers dans l'industrie, par rapport bien sûr à dessalement d'eau, mais pas seulement. Vous avez aussi les pipes qui traversent la Méditerranée pour aller alimenter les pays avec lesquels nous avons des contrats. Et sur ce plan, l'Algérie est un partenaire fiable. Ça a été même réaffirmé par les partenaires de notre pays. Je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, maintenant, on veut explorer la mer avec tout ce qu'elle peut apporter en matière de richesse. Mais est-ce que vous avez établi préalablement des projections à horizon 2030 sur aujourd'hui la valeur ajoutée, ou alors ce sont là des aspects plutôt théoriques que pratiques? Non, pas du tout, madame. Alors, je vais vous répondre. Nous avons fait, vous savez que nous n'avons pas de données statistiques avec une plateforme, avec des données bien fixes, mais nous avons fait de l'investigation. Nous nous sommes adressés déjà à deux secteurs, celui du tourisme et celui de la pêche. Alors actuellement, il s'avérerait que nous avons 300 000 emplois, que ce soit des emplois directs ou indirects, liés à l'économie bleue. D'accord ? Et nous aurions besoin, au minimum, de 200 000 emplois à l'ère de 2030. Donc vous imaginez, là c'est une grande ouverture, c'est une grande opportunité. D'où la nécessité d'aller sur le volet formation supérieure, orienté économie bleue, d'où le rôle de notre université en tant que pourvoyeur de connaissances et de compétences. Vous savez, vous l'avez dit, nous approchons de la saison estivale. 50% des touristes se rendent sur les zones côtières. 90% du commerce mondial passe par la mer. Rien que ça, rien que ça. Et vous savez que dans le domaine de la pêche, pour un emploi direct, vous pouvez créer 2 emplois indirects. Également dans le domaine du tourisme. C'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure que l'économie bleue est une économie à forte valeur ajoutée, que ce soit sur le plan économique, social, et en plus, elle le fait avec élégance, parce que nous préservons notre patrimoine naturel, c'est-à-dire l'environnement. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, si vous voulez, allez, je vais vous dire, moi, si on me demandait de parler d'économie bleue, je dirais c'est une économie qui nous donne une valeur, une richesse économique, certes, mais qui prend en considération la santé des océans. Et là, c'est un volet. Vous savez, Madame Souila Lachmi, j'ai oublié de vous dire pourquoi on parle d'économie bleue actuellement. Très bientôt, d'ici la fin du mois de juin, il y a un grand événement qui se déroulera au Portugal. Il y a un événement qui est co-organisé, ça il ne faut pas oublier de le dire, par le Portugal et le Kenya, mais qui se déroulera au Portugal et qui parlera d'économie bleue, de la santé de nos océans. Et ça, c'est un événement incontournable. L'Algérie, en tant que pays émergent, en tant que pays avec toute sa position géostratégique et son ouverture sur l'Afrique et sur la Méditerranée, doit se positionner. Et surtout que la nouvelle dynamique de notre pays, c'est de pouvoir utiliser donc les compétences engendrées par l'enseignement supérieur au profit de la dynamique économique. Et justement, l'enjeu de la mer par rapport au droit de passage à tous les niveaux, puisque 90% du commerce mondial passe par la mer, c'est devenu aussi et des questions éminemment géostratégiques. Je voudrais revenir avec vous par rapport à cette nomenclature de formation. Vous adaptez à tout, vous formez à nouveau, oui. Vous revoyez tout. Nous revoyons tout. Alors, mais vous formez pour assurer un emploi, non pas le chômage. Exactement. Voilà. Pour l'employabilité des étudiants. Je ne vais pas vous répondre en tant que, d'abord, avant d'être directrice de l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, je suis enseignante, je suis une formatrice, une maman. Donc l'approche que nous avons engagée au niveau de notre école, justement, c'est une approche bien réfléchie. Parce que pourquoi ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons organisé, certes,
l'événement de l'économie bleue. Pourquoi ? Parce que nous sommes partis, nous avons voulu être à l'écoute des institutions publiques, des partenaires de coopération, des opérateurs économiques, pour pouvoir diagnostiquer et plutôt, je dirais, hiérarchiser leurs priorités. Et nous avons établi, au niveau de notre école, madame, un tableau de bord où nous avons énuméré ces priorités, ces besoins, et nous sommes en train de les traduire en pôle de compétences et donc en formation. Parce que ce que nous voulons, d'abord, donner de la visibilité aux diplômes de nos sortants, mais aussi leur assurer une formation qui serait basée sur une nouvelle approche pédagogique avec de nouveaux outils. Et là, je voudrais vous parler de quelque chose que nous venons de réaliser au niveau de l'école. Vous savez que nous avons monté une bibliothèque digitale. Pourquoi ? Je vais vous dire. Ce que nous avons vécu au niveau du Covid, notre ministère a opté pour l'enseignement hybride, à distance. Une excellente décision prise par notre secteur. Mais il faut réfléchir et nous avons anticipé, voilà, que Dieu nous préserve, on n'a pas envie d'avoir d'autres catastrophes. Et nous avons vu que pour certaines formations spécifiques, l'accès aux ouvrages posait problème dans la formation. Nous avons numérisé notre, justement, les ouvrages de notre bibliothèque, 26 000 ouvrages. Et les étudiants, nos enseignants, maintenant, ont accès à ces ouvrages via un lien au niveau de leur smartphone. Mais est-ce que, parallèlement à ça, vous essayez d'aller vers une mutualisation de l'enseignement avec d'autres universités, puisque vous êtes aussi dans un enseignement hybride, cela permet un peu de briser certaines frontières pour des enseignements avec d'autres universités, partager un savoir-faire mutuellement. Rapidement sur la question, pour revenir à l'économie alors je vais vous dire, nous venons de signer, par exemple, une convention avec 3 universités turques, Antalya, Ankara, Istanbul. Et justement, nous voulons aller sur des parcours de formation en commun. Nous sommes en ce moment en train d'étudier la possibilité d'aller sur un master, au niveau de notre école. Et il y a eu une proposition justement d'échange d'étudiants. Les universités turques, surtout Istanbul, Antalya, nous ont proposé d'aller également d'utiliser leurs bateaux scientifiques pour aller sur l'exploration voile marine. En parallèle, nous avons des propositions avec l'Espagne, l'Italie, et sur le plan national, je vous ai dit que nous sommes partis sur la mise en place d'un réseau des écoles supérieures relevant du domaine des sciences de la nature et de la vie. Alors vous occupez aussi de l'aménagement du territoire, c'est important aussi de concilier les deux, c'est-à-dire l'exploration et la protection aussi de l'environnement. C'est un aspect important sur lequel aussi nous sommes engagés sur le plan international. Rapidement sur la question pour aborder celle des auditeurs. Justement, aménagement du littoral, c'est très important. Nous venons d'être... Notamment la mer. Notamment la mer. Alors, notre école est engagée justement dans le processus qu'a engagé le ministère de l'Intérieur, justement, pour l'aménagement des villes côtières. Vous travaillez avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Également avec le ministère de la Pêche, pour résoudre certaines problématiques, parce qu'il faudra bien noter que nous avons un potentiel d'experts enseignants au niveau de notre prestigieuse école. Alors, question de l'auditeur aujourd'hui, pour ce que nous revenons à l'économie bleue. Qu'en est-il aujourd'hui de certaines formations dans les domaines halieutiques et nautiques également, et navals, comme la mytiliculture, élevage des mollusques et fruits de mer, études géologiques en milieu, bien sûr, subaquatique, réparation et maintenance navale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous explorez tous ces aspects-là? Parce que nous savons que dans le domaine des mollusques, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Oui, énormément. Bon, je ne vais pas... Et on voit actuellement sur les marchés mondiaux. D'accord. Bon, je vais vous dire, nous sommes déjà rien que sur ça, nous sommes en phase de déposer 2 brevets. Donc, je ne vais pas en parler. Nous avons monté une ferme aquacole expérimentale au niveau de notre école et nous sommes partis justement sur ces cultures. Et j'ai oublié de vous dire que l'ESMAL possède également une annexe. Une annexe au niveau de ces défroges axée sur la recherche.
Et je vais pas dévoiler les deux brevets. Et ça pourra rapporter, c'est vrai, énormément d'argent. Grâce à des projets de fin d'études, nous sommes arrivés quand même à une certaine avancée dans ce domaine. Alors, par rapport à cette économie bleue aujourd'hui, par rapport au ministère de la Pêche, celui du Tourisme, puisque vous avez évoqué les autres, les deux, est-ce qu'il faudrait s'élargir aux autres secteurs? Par exemple, celui des TIC, par rapport à la fibre optique, pour avoir une boucle locale, ça c'est important. Par rapport aussi l'environnement, est-ce qu'il faudrait, voilà, l'eau également par rapport au dessalement, puisqu'on parle beaucoup d'eau, mais on oublie de parler de sel, puisqu'on peut récupérer le sel. On peut récupérer le sel. Il n'y a pas que ça aussi. Vous savez, les énergies renouvelables également, puisqu'aujourd'hui, nous avons cette dynamique. La transition énergétique, c'est très important. On peut aller sur l'exploration offshore. Et là aussi, je pense que l'Algérie a énormément à donner. D'accord ? Nous allons retrouver de nouvelles richesses. L'aquaculture, une priorité aujourd'hui. C'est une priorité. Pour la sécurité alimentaire. Pour la sécurité alimentaire, c'est une grande priorité. Et franchement, avec nous avons organisé dernièrement au niveau de notre école, grâce au ministère de la Pêche, toute une journée de vulgarisation de l'aquaculture. Mais nous l'avons organisé avec le ministère de la Pêche, avec l'ANAD et l'ANGEM, pour justement expliquer à nos étudiants, porteurs de projets, pour leur expliquer un petit peu tous les avantages qu'ils pourraient avoir à monter les projets et pour les encourager à aller vers l'entrepreneuriat. Parce que vous savez, madame, nous n'allons pas former des étudiants qui vont aller juste pour le secteur de l'enseignement, mais ce serait bien de les encourager à aller vers l'entrepreneuriat. D'où la nécessité de revoir l'approche pédagogique, d'accord, que nous sommes en train d'utiliser pour pouvoir les réveiller chez eux cette volonté d'aller de l'avant dans le domaine de l'entrepreneuriat, la création et l'innovation. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que, par exemple, dans cette approche que vous êtes en train de mettre en place au niveau de votre département ministériel, c'est-à-dire l'approche pour atteindre la performance, l'approche par, bien sûr, compétence, pour la connaissance et le savoir, est-ce que aujourd'hui il va falloir mutualiser aussi tous les moyens entre, bien sûr, le secteur éducatif, à savoir l'enseignement professionnel et également l'université. C'est nécessaire. Parce que, je vais vous dire, madame Souleila Lachmi, je pense qu'il n'y a pas de frontières. Là, il faudrait aussi qu'il y ait une révision globale, une vision globale de l'enseignement de l'éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur. Parce que, si je peux me permettre, il faudrait pas voir l'échec de nos enfants comme un échec avec un terme péjoratif. Nous ne devons pas oublier les métiers. Et donc, remettre la formation professionnelle à sa place. Mais il faudrait qu'il y ait de la formation professionnelle en coordination avec l'éducation. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une coordination entre l'éducation, la formation professionnelle. Et là, vous me renvoyez vers quelque chose que j'adore, les formations professionnalisantes. Les formations professionnalisantes qui nous permettent de former des Bac+3, donc des cadres intermédiaires. Parce que le secteur économique, madame, a énormément besoin de cadres intermédiaires. Un jour, j'ai eu à discuter avec un grand PDG, Allah yarhamou, je ne vais pas citer son nom, qui m'a dit, écoutez, j'ai besoin pour un ingénieur de 5 cadres intermédiaires. Pourquoi les cadres intermédiaires ? Parce qu'ils sont opérationnels. Et dans leur formation, Madame Souleila Lachmi, il y a un élément très important. C'est que nous pouvons faire appel à des cadres des entreprises dans la formation de ces cadres intermédiaires. Et là, notre secteur a mis en place les ISTA. Et ces ISTA, justement, dans leur programme de formation, le programme de formation est formé à 75%, justement, d'unités d'enseignement pratiques, orientées, formation pratique. Et là, c'est très important. C'est là où nous allons retrouver le lien que vous avez, dont vous avez parlé là, que vous avez énoncé. C'est-à-dire entre l'éducation, la formation professionnelle
et l'enseignement supérieur. Et bien sûr, c'est des chantiers qui sont ouverts et c'est pourquoi le président de la République a nommé un conseiller en charge de l'éducation nationale et de l'université pour une meilleure mutualisation de tous les secteurs, les trois. Une nomination qui vient à point. En l'occurrence, Monsieur Rouali, à qui nous souhaitons un bon voilà. courage. Je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect par rapport à cette économie verte. Mais est-ce que, c'est-à-dire aujourd'hui, l'économie bleue, excusez-moi, l'économie bleue, c'est-à-dire nous sommes maintenant, on se réapproprie notre mer, notre Méditerranée. Certains disaient que par le passé, on a toujours tourné le dos à la mer. Vous savez, madame, l'Algérie. Alors, ça, je l'ai su dernièrement en discutant avec un grand responsable en Turquie qui me dit que, vous savez que nous devons énormément dans l'histoire à l'Algérie. Et que l'Algérie, très très longtemps dans notre passé, avait été une certaine puissance au niveau de la mer. Et nous lui avons tourné le dos. Et là, maintenant, nous sommes contraints de revenir vers notre mer. D'accord ? Parce que la dépendance des hydrocarbures n'est plus à prendre en considération. Il y a une mutation, que ce soit à l'échelle mondiale, et nous devons nous positionner dans l'espace méditerranéen en nous tournant vers nos richesses, et je pense qu'il va y avoir des surprises. Il y a beaucoup de richesses en Méditerranée. Voilà. Alors, développer la pêche, c'est bien, mais il faut l'amont et l'aval, c'est-à-dire une réflexion, une stratégie globale. Non pas faire seulement pour développer des métiers, pour ne pas pouvoir faire grand-chose par la suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec, bien sûr, le commentaire de l'auditeur ? Tout à fait d'accord. Madame, dans toute réforme, il faut qu'il y ait une approche globale qui prend en compte l'intersectorialité. Quand on parle de pêche et aquaculture, on pense automatiquement à l'Institut de Boumerdès. Est-ce que vous travaillez avec l'Institut de Boumerdès, mutualiser les moyens? Alors, on a tendance à nous confondre, hein, alors qu'à Boumerdès, on forme des navigants. Ici à nous sommes à Del Ibrahim, voilà. Nous sommes à Del Ibrahim, nous sommes dans le cadre de la formation supérieure, enseignement, recherche. Mais est-ce que vous travaillez avec, bien sûr, cette université de telle sorte à mutualiser déjà entre vous le travail avant de vous élargir aux opérateurs économiques et aux autres secteurs, bien sûr, socio-économiques? C'est la question de l'auditeur également. Oui, je vais vous dire, il y a qu'à voir, c'est qu'à Boumerdès et à Bousmaïl, leurs employés, ce sont nos étudiants. Donc c'est une réponse très claire. Les sortants de l'ESMAD sont un peu partout, attention. Hein, parce qu'on a tendance à se dire, et là, je voudrais, parce que dans une semaine, c'est le bac, Madame Souila Lachmi. Alors, nos bacheliers se posent la question, quand vous leur parlez de sciences de la mer, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir travailler qu'au niveau de la mer. Mais non, pas du tout, pas du tout. On parle d'aménagement. Ils hésitent aussi à choisir cette formation. Oui. Attention. Ils trouvent que ce n'est pas rentable et ce n'est pas aussi, ça n'assure pas l'employabilité. Vous savez, dernièrement, il faut changer de mentalité. Nous avons organisé une journée, nous avons fait appel aux anciens. Les études, voilà. Les anciens de l'ESMAL, ils sont partout. Ministère de l'Intérieur, ministère de la Pêche, de l'Environnement, de l'eau. C'est extraordinaire. Ils sont même à la radio. Ils sont même à la radio. Ah oui, ça je l'ai découvert ce matin. Vous savez, parce que leur profil est pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. Vous savez, beaucoup de nos étudiants ont réussi au niveau du cosmétique, le pharmaceutique. Et je passe. La formation des formateurs, c'est impératif aujourd'hui pour réussir cette approche par compétences. Exactement. Ils se forment où? Oui. Comment? Rapidement sur la formation des formateurs, moi je vous donnerai un mot-clé. L'ingénierie de la pédagogie. C'est important. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire. Mais est-ce qu'on est dans le théorique ou on est dans le pratique? Non, on est dans le pratique, on fait sortir les étudiants pour voir et être en contact avec les métiers de la mer. Vous savez, nous organisons chaque semaine des sorties en mer. Des sorties en mer parce que nous voulons que l'étudiant, justement, touche à cet environnement et s'approprie cet espace. Et vous avez dit formation de formateurs, vous me permettez de rebondir sur cela. La formation des formateurs, notre secteur a mis en place justement une démarche dans l'accompagnement des nouveaux recrues, des nouveaux enseignants. Nous les accompagnons justement dans leur via des ateliers sur l'ingénierie de la pédagogie et aussi sur les techniques d'évaluation. Professeur Linda Boutekrapt, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, merci à bientôt et bien sûr bon courage pour ce que vous êtes en train de réaliser actuellement. Merci beaucoup, bonne journée. Merci madame, merci Souila Lachmi, à très bientôt.